Reste de la planète. Steven Spielberg, c'est 31 films en 40 années de carrière et forcément beaucoup de chiffres. 8 pour Super 8, la caméra 8 mm de son père avec laquelle il tourne son premier film. Un western de 4 minutes à l'âge de 12 ans. 68, un court-métrage lui ouvre les portes d'Hollywood où il signe un contrat de 7 ans avec Universal, où il réalise notamment le premier épisode de la série Columbo. 1975, Spielberg tourne Les Dents de la Mer en 155 jours. Le film engrange 470 millions de dollars de recettes. C'est le premier blockbuster de l'histoire. And that movie's release was well timed for maximum impact during the vacation season. 4, c'est le nombre d'Indiana Jones. 1,10 m, c'est la taille de E.T. l'extraterrestre. 5, c'est le nombre de films avec Tom Hanks et 944 millions de dollars. C'est ce qu'a rapporté Jurassic Park, sorti en 93. Bienvenue à Jurassic Park. Steven Spielberg a reçu plus de 200 prix dans le monde, 3 Oscars, 3 Golden Globes et 1 César d'honneur, c'était en 95. That's overwhelming. Je ne sais pas quoi dire. Alors, on choisit quelle musique pour accueillir Steven Spielberg? Ça, peut-être? Non, ou alors celle-ci? 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 Non, finalement, on a choisi celle de son dernier film, Pentagon Papers, pour sa seule télé en France. Voici Steven Spielberg. Je m'installe en France. Voilà, bienvenue dans un pays qui vous adore et que vous adorez. Moi, j'adore la France, j'adore tout le monde dans ce studio en tout cas. Le lien avec la France, c'est quoi? C'est que le cinéma? Ça avait commencé par un lien effectivement cinématographique, mais ensuite c'est avec le peuple français. Et comment avec le peuple? C'est quoi la relation que vous avez avec les Français? Vous venez souvent à Paris, en France, dans le sud, dans l'ouest, dans l'est? Nous venons souvent à Paris, dans le sud de la France, mais j'ai découvert la France à travers François Truffaut. François Truffaut qui était d'ailleurs dans mon film La rencontre du troisième type. Il était dedans, hein? Celui-là, oui. Et juste, je vous demande, le thé était bon? Oui, très bon. Ok, c'était juste pour être sûr. Alors vous êtes en France, vous êtes ici pour présenter ce film, pour présenter Pentagon Papers. C'est une ode au journalisme d'investigation. Votre 5e film avec Tom Hanks, votre premier film avec Meryl Streep. Why? Je ne sais pas comment ça s'est fait. Il se trouve que Meryl Streep, elle peut jouer tous les rôles possibles. Elle peut jouer n'importe quel personnage. Mais je ne la connaissais pas à l'époque. Je la connaissais pas à l'époque du troisième type ou Sauver le soldat Ryan. Je ne sais pas quel rôle elle aurait pu jouer là-dedans. J'avais pas de rôle pour elle. Mais quand le scénario est arrivé pour les Pentagon Papers, donc, là, je me suis dit qu'elle serait parfaite pour le rôle de l'éditeur du journal, hein, Catherine Graham. Et là, c'était la première fois qu'on a travaillé ensemble. Parce que vous connaissez depuis longtemps. Je connais son travail, hein, Kramer contre Kramer, Deer Hunter, le choix de Sophie, le diable s'habille en Prada, tout ça, je connaissais. Elle est incontestablement la plus grande actrice des États-Unis, ça fait pas de doute. Alors Meryl Streep joue, vous venez de le dire, Catherine Graham, c'est la propriétaire du Washington Post, et Tom Hanks joue Ben Bradlee, le rédacteur en chef du Washington Post. C'est au début des années 70, ils vont lutter contre le gouvernement fédéral et le président Nixon pour publier les Pentagon Papers. C'est un rapport ultra top secret qui révèle la responsabilité, les mensonges américains dans la guerre du Vietnam. On regarde la bande-annonce et on en parle. Voici Pentagon Papers, le nouvel film de Steven Spielberg. La bande-annonce. So, can I ask you a hypothetical question? Oh, dear, I don't like hypothetical questions. Well, I don't think you're going to like a real one either. Do you have the papers? Not yet.
This is a devastating security breach that was leaked out of the Pentagon. The most highly classified documents of the war. The Times says 7,000 pages detailing how the White House has been lying about the Vietnam War for 30 years. The way they lied, those days have to be over. Okay, people are concerned about having a woman in charge of the paper. That she doesn't have the resolve to make the tough choices. Thank you, Arthur, for your frankness. Let's do our jobs. Find those pages. We're talking about exposing years of government secrets. Is that legal? What is it you think we do here for a living, kid? Ben, I might have something. It must be precious cargo. It's just government secrets. The New York Times was barred from publishing any more classified documents dealing with the Vietnam War. If you publish, we'll be at the Supreme Court next week. Meaning? Well, we could all go to prison. To make this decision, to risk her fortune and the company that's been her entire life, well, I think that's brave. If the government wins, the Washington Post will cease to exist. If we don't hold them accountable, who will? Can't hold them accountable if we don't have a newspaper. Nixon will muster the full power of the presidency, and if there's a way to destroy you, by God, he'll find it. I'm asking your advice, Bob, not your permission. But you can't do this. The legacy of the company is at stake. What will happen if we don't publish? We will lose. The country will lose. What are you going to do, Mrs. Graham? Pentagon Papers sort le 24 janvier prochain. Alors on va d'abord parler de l'aspect historique des Pentagon Papers. Ensuite on verra pourquoi ce film est aussi contemporain alors que ça se passe dans les années 70. En France on connaît le scandale du Watergate qu'on a vu dans le cinéma, notamment dans Les Hommes du Président, avec Dustin Hoffman et Robert Redford. Et les Pentagon Papers, c'est l'autre grand scandale et c'est surtout l'autre grand scoop du Washington Post. Mais pourquoi on le connaît moins? Est-ce qu'aux États-Unis on le connaît moins que le Watergate? En tout cas ici on le connaît beaucoup moins. Moi je connaissais quasiment pas l'histoire. Alors, il faut voir que pour les Pentagon Papers, enfin, évidemment, chronologiquement, c'était avant Watergate, avant le scandale du Watergate. Mais enfin, on est mieux informé sur le Watergate parce que le Watergate a abouti, bien entendu, à la démission du président Nixon. Alors, les Pentagon Papers, par contre, c'était en quelque sorte la préface qui a permis, qui a donné au Washington Post la crédibilité d'aller poursuivre Nixon à travers Carl Bernstein et Bob Woodward qui ont mené cette enquête. Ce journalisme d'investigation, c'était une espèce de prequel, en quelque sorte, de film les hommes du président. Et sans les Pentagon Papers, il n'y aurait pas eu le Watergate? Alors, je ne sais pas, si, il y aurait eu le problème du Watergate, mais disons que le Washington Post n'aurait pas eu la crédibilité qu'il avait gagnée à travers les Pentagon Papers qu'il avait obtenus aussi avec les New York Times. Et c'est ça qui a donné à Ben Bradley et Katharine Graham le courage d'aller contre Nixon. Alors, tout commence avec cet homme, c'est en 1971. By the most famous whistleblower. I can no longer cooperate in concealing this information from the American public. Voici Daniel Ellsberg. C'est lui qui fournit les rapports top secrets du Pentagone sur la guerre du Vietnam. D'abord New York Times, puis au Washington Post. Le président Nixon tentera de faire interdire leur publication. Let me explain very carefully that the principle of confidentiality either exists or it doesn't exist. Et c'est cette femme, Katharine Graham, jouée dans le film par Meryl Streep, qui prendra la décision de publier les Pentagon Papers. But the editors said we have to maintain the momentum. The issue here was the government's ability to pry or restrain a print newspaper. And they felt so strongly about it that I came down on the side of the editors. À quoi ressemblerait la liberté de la presse aux États-Unis si Katharine Graham n'avait pas pris cette décision de publier les Pentagon Papers?
Vous savez qu'il y a eu un vrai changement de paradigme grâce à Katharine Graham. D'abord, au départ, elle n'avait pas le courage de ses convictions. Elle vivait dans un monde entouré d'hommes en 1971. Elle se sentait diminuée par rapport à eux. Elle ne se sentait pas à sa place, même si c'était elle le boss en quelque sorte. Elle n'avait pas le courage d'exprimer sa voix. Et le film justement parle de la façon dont elle a trouvé sa voix. En tant que femme aussi. Mais oui, en tant que femme. Une fois qu'elle a réussi à s'exprimer, à s'affirmer, cela a ouvert la voie, pas simplement pour cette affaire du Pentagone, Papers qui a fait du Washington Post un journal national et pas simplement local, mais c'était un tournant important pour les femmes du monde entier, en tout cas aux États-Unis, qui tout d'un coup avaient un modèle à suivre, Katharine Graham, parce qu'elle a donné à de nombreuses femmes la possibilité de s'exprimer. On voit que vous prenez un plaisir incroyable à filmer les salles de rédaction, les imprimeries, les réunions, le travail des journalistes, l'artisanat de l'impression. Est-ce que vous auriez aimé, vous, être journaliste? Vous savez, non, en fait pas. C'est trop dur. C'est beaucoup plus facile d'être cinéaste que journaliste. Non, parce que le journaliste, c'est probablement le job le plus dur du monde. Il y a peut-être une ressemblance entre les deux métiers du cinéma et du journalisme, c'est qu'on s'est toujours critiqué pour notre travail. Mais si nous croyons à la vérité des histoires que nous racontons, eh ben, on dort sur ses deux oreilles le soir. Dans le film, on entend cette phrase, je cite, « Un journal, c'est le premier brouillon de l'histoire ». C'est une bonne définition. C'est une excellente définition. Cette expression a été justement inventée par Phil, le mari de Katharine Graham. C'est lui qui a inventé cette expression. Et elle a beaucoup de sens parce qu'effectivement, l'histoire nous est d'abord racontée de façon à travers la presse, à travers les journaux, et deuxièmement, la presse télévision, et à travers l'école, les enseignants, tout ce qu'on apprend à l'école. Et d'une certaine façon, l'actualité, finalement, nous raconte l'histoire. Dans le film, ça fume beaucoup. Ça sent même la clope. Ça sent la clope dans les films, dans le bar, dans les bureaux. On dit beaucoup « holy shit » aussi tout le temps. Ça fait du bien. Ça fait du bien d'entendre « holy shit » et de voir de la clope. Ça change des films politiquement corrects. Et d'ailleurs, est-ce que Tom Hanks, il a fumé à peu près combien de paquets là pendant le tournage? Tom, vous savez, il ne fume pas dans la vie, mais c'est un excellent acteur, donc il doit apprendre à faire certaines choses comme fumer, justement. Non, je ne crois pas qu'il a jamais fumé de sa vie. Alors, s'il a avalé la fumée, mais pas de la fumée de tabac. C'est des cigarettes de cinéma. C'est une herbe qui ne contient ni nicotine, ni effet secondaire, et c'est un goût épouvantable, dégueulasse. J'allais vous demander, mais pourquoi ils en vendent pas? Si vous êtes fumeur, il faut fumer ces cigarettes de cinéma. Je ne fumerai plus jamais. Movie cigarettes. On va essayer. Alors, c'est un film qui se passe dans les années 70, mais surtout on a l'impression qu'il a été tourné dans les années 70. Les cadrages, un peu comme ça par en dessous, le grain de la pellicule, les couleurs aussi. Et oui, moi j'étais déjà là dans les années 70, donc je me rappelle comment on faisait du cinéma à l'époque. Et c'est vrai qu'on avait une palette de couleurs qui n'était pas brillante. C'était Kaminski, donc mon directeur photo, qui ne voulait pas utiliser des images contemporaines. Enfin, il voulait remonter à l'époque des années 70. Par exemple, les néons dans les salles de rédaction, cette lumière un peu oppressante. Et la pellicule, c'est une vraie pellicule, 35 mm. Absolument. La pellicule, normalement, moi, je ne tourne pas sur des numériques. Je fais vraiment sur la pellicule. Et tant que les pellicules existeront, je continuerai à faire mes films sur pellicule. Steven Spielberg est dans Quotidien tout de suite. Ce sont des dinosaures? Non, c'est la pub. Merci de regarder Quotidien. Steven Spielberg est sur le plateau. Pentagon Papers sort le 24 janvier. C'est avec Meryl Streep et Tom Hanks. Pourquoi c'est un film important dans le contexte actuel? Pourquoi c'est un film contemporain? Je vais vous dire, parce que en 1971, sous l'administration Nixon, le gouvernement a essayé de bloquer, de censurer la presse
à travers les tribunaux, a essayé d'empêcher de faire entendre la vérité parce que le président Nixon pensait que la vérité irait à son encontre à lui personnellement avec la publication des papers. Donc il a poursuivi en justice le New York Times et le Post, et c'était en fait le premier président qui a essayé d'empêcher un journal de sortir. La dernière fois que c'était produit, c'était pendant la guerre de sécession aux États-Unis, 100 ans plus tôt. Oui, 100 ans plus tôt. Et alors, lorsqu'on parle de la pertinence contemporaine, parce que c'était Nixon qui attaquait la presse essentiellement, ça nous paraît un peu familier avec ce que j'entends aujourd'hui, non? Enfin, ce que je vois dans mon pays en ce moment, non? Je ne vois pas de quoi vous parlez. Le Washington Post appartient aujourd'hui à l'homme le plus riche de la planète, Jeff Bezos, le créateur d'Amazon. Est-ce que ça change quelque chose? Ce que ça change, c'est que, disons que ça donne au journal des années supplémentaires d'existence, puisque Jeff est vraiment très engagé à la poursuite du journal sous sa forme papier actuelle, mais également à la diffusion du Washington à travers les plateformes numériques. Donc c'est vraiment, il a intégré complètement l'esprit du Washington Post et a donné l'assurance à ce journal de persister. Et d'ailleurs, c'est le Washington Post qui a sorti aujourd'hui ou hier ce qu'a dit Trump sur les pays, sur Haïti et les pays africains, shithole country. Oui, c'est juste. Et ceci a été révélé notamment par le Washington Post. Oui. Une réaction sur... J'adore l'Afrique, j'adore Haïti. Qu'est-ce que je vous dis? Qu'est-ce que je peux vous dire? Sur le plan culturel, vous avez les régions du monde les plus intéressantes du monde, en fait. Et il faut quand même se rappeler que chacun d'entre nous, bien des aspects de l'évolution, tout remonte au continent africain. Il ne faut pas oublier ça. Et à titre personnel, vous allez, en tant qu'Américain, vous allez comment en ce moment? Écoutez, je suis quand même fier de mon pays. J'ai honte, disons, du gouvernement américain, de l'administration Trump, mais cela ne va jamais tuer mon amour, ma fierté de mon pays. On s'en remettra, on survivra et on rebondira. On dirait que vous parlez d'un attentat. Bon, c'est pas un attentat, mais il faut quand même dire que le pays a fait des grands pas en arrière. Je ne suis pas en train de dire qu'on ne va pas pouvoir rattraper, si vous voulez, ce retour en arrière et on va pouvoir redémarrer, j'en suis sûr. On sera à nouveau un pays qui aura beaucoup d'influence dans le monde. Nous sommes un grand pays. Barack Obama a été l'un de nos plus grands présidents, ça fait aucun doute, et on y reviendra à ces jours. Alors le film parle du premier amendement de la Constitution américaine et pour les Français, c'est parfois un mystère. Ce premier amendement, à la fois, il permet une liberté totale d'informer, mais aussi une liberté totale de dire tout et n'importe quoi, comme des propos racistes, antisémites. Comment expliquer le premier amendement à un jeune Français qui ne le piche pas? Alors, le premier amendement permet à tous les Américains de s'exprimer, leur position, leurs opinions. Il y a la liberté de la presse. Il y a quand même des limites à la liberté d'expression, liberté de la presse. L'une de ces limites, justement, c'est qu'on ne peut pas aller dans un film, crier au feu s'il n'y a pas le feu dans la salle et créer une panique où il y a des tas de victimes. Dans la bousculade, il y a des amendements à cette Constitution, à la liberté de la presse notamment, et si vous prenez une mauvaise décision et que vous utilisez vos droits à mauvais escient, ça peut vous emmener en prison quand même. Le lanceur d'alerte des Pentagon Papers, c'est lui, on l'a vu tout à l'heure, c'est Daniel Ellsberg. Il est aujourd'hui considéré comme un héros par toute l'Amérique. Deux autres lanceurs d'alerte ont été considérés par certains comme des traîtres, Chelsea Manning et Edward Snowden par exemple. Est-ce qu'un jour ce seront des héros nationaux, eux? Vous savez, la raison pour laquelle Ellsberg est considéré comme un héros national aujourd'hui, c'est que Ellsberg a volé les Pentagon Papers de la société Rand et les a transmis au Post et au Times et à d'autres journaux, parce que ce qu'il essayait de faire, c'est de mettre fin au crime qu'était la guerre du Vietnam. Il voulait, en informant le peuple américain de la vérité, que la guerre du Vietnam était un mensonge qui durait depuis 30 ans, qui avait été perpétré par 4 présidents, Truman, Eisenhower, Kennedy et Johnson. En France, il y a un homme
qui symbolise le journalisme d'investigation. Je vais vous le présenter. Il s'agit de lui, il s'agit de Edoui Plenel. Ici, il est très connu. Dans les années 80, il révèle l'affaire du Rainbow Warrior, un bateau de Greenpeace coulé par les services secrets français. Il sera d'ailleurs mis sur écoute à l'Élysée, par l'Élysée à l'époque. Aujourd'hui, il dirige un site qui s'appelle Mediapart, un site d'information qui a révolutionné le journalisme d'investigation en France, en enquêtant sur le financement, par exemple, des campagnes de Nicolas Sarkozy et en faisant tomber, par exemple, aussi un ministre comme Jérôme Cahuzac pour fraude fiscale. Edoui Plenel a vu votre film hier soir et il voulait vous dire ça. Ah, j'ai adoré Pentagon Papers. C'est un film qui nous rappelle que la liberté de la presse, le droit de savoir, c'est un combat et que nous, journalistes, on doit se battre pour imposer nos informations contre les pouvoirs. Pour un journaliste, pour un citoyen, quand on sort de ce film, eh ben, on a la pêche. Si vous avez fait ce film aujourd'hui, est-ce que c'est parce que vous pensez que cette liberté fondamentale, ce droit de savoir, cette liberté de l'information dans nos démocraties est menacée? Et si votre réponse c'est oui, est-ce que vous pourriez nous dire par qui, par quoi elle est menacée? Merci, c'est un grand honneur d'accepter la question d'Edoui Plenel. Ce qui est menacé actuellement, c'est la liberté de la vérité, d'exprimer la vérité, parce que cette vérité est distillée, déformée par une campagne de confusion, de chaos, délibérément menée, et qui lance tellement de pistes disparates qu'il n'y a aucun moyen de déceler le vrai du faux. On ne peut pas suivre toutes les pistes qui sont lancées comme ça par le gouvernement, par l'administration, précisément pour distraire notre attention de la vérité, justement, de ce qui compte vraiment. Donc c'est la liberté de la vérité qui est en jeu. C'est très clair quand vous parlez. C'est très très clair. Vous utilisez des mots très clairs, les phrases sont claires. Je parle anglais, je comprends l'anglais, tout ça, mais des fois je comprends pas tout. Et en tout cas, je vous comprends très bien. Et quand vous parlez, là, c'est très très clair. Voilà, je voulais vous le dire parce que je comprends et c'est super clair. Voilà. Le dernier grand scoop d'investigation aux États-Unis, c'est celui de Ronan Farrow dans le New Yorker et de l'équipe du New York Times, et c'est au sujet du scandale Harvey Weinstein. Un jour, est-ce que quelqu'un fera un film sur ce scandale incroyable? Est-ce que ça pourrait être vous? Je suis peut-être la dernière personne à raconter le scandale d'Harvey Weinstein. Il y aura d'autres qui le feront mieux que moi. Mais quand même, cette affaire, toute l'horreur de cette histoire, parce que sévissait depuis des dizaines d'années, attention. Tout cela, à nouveau, a créé un véritable tournant. C'est vraiment pour les femmes. Elles se sentent en quelque sorte émancipées, une solidarité qu'elle retrouve non seulement de la part d'autres femmes, mais d'hommes qui sont là pour prendre la parole, qui parlent d'abus sexuels, d'agressions sexuelles au travail en particulier. Et là, toute cette actualité reçoit l'attention qu'elle mérite, c'est très important. Mais les femmes qui sont oubliées là-dedans, les femmes qui sont obligées, c'est les ouvrières à l'usine, dans les champs, celles qui travaillent dans les chambres d'hôtel, ou dans d'autres secteurs d'activité, parce qu'elles sont dans l'ombre, elles ne sont pas célèbres, elles ne sont pas connues. Donc il y a quand même un mouvement qui est là précisément pour mobiliser des fonds, pour donner à ces femmes-là, les oubliées de cette cause, une chance de se faire entendre. Et je peux vous demander pourquoi vous m'avez dit que vous étiez la dernière personne à pouvoir faire un film sur lui? Non, parce que je ne l'aime pas. Et vous avez besoin d'aimer pour faire un film sur quelqu'un? Si vous n'aimez pas quelqu'un, vous aurez un parti pris. Vous n'allez pas, si vous faites un film politique, ce film ne sera pas, disons, équilibré, ne sera pas juste, ne sera pas équitable. Dans mon pays, disons, le mouvement politique consiste à parler. Il faut parler, mais il faut également écouter. Et si vous avez un parti pris sur quelqu'un, vous n'allez jamais écouter. Donc moi, je me retire de cette histoire. Dimanche soir, vous étiez en noir avec des femmes en noir. C'était la cérémonie des Golden Globes et il y a eu l'incroyable discours de votre amie Oprah Winfrey qui vous a remercié. Regardez. Quincy Jones, who saw me on that show and said to Steven Spielberg, yes, she is Sophia in The Color Purple. I'm especially proud and inspired by all the women who have felt strong enough
and empowered enough to speak up and share their personal stories. So I want all the girls watching here and now to know that a new day is on the horizon. Et le lendemain, Meryl Streep a dit ça. Did you have fun last night at the Golden Globes? Oh, yeah. Oprah launched her presidential campaign, I think. Et vous dites quoi? Well, look, I've known Oprah since I found her in Chicago doing a local talk show before she Chicago, syndicated. elle faisait du And stand-up hired her, and yes, Quincy avant Jones d'être brought her to à my la télé. attention, but I C'est brought her Quincy to Jones LA. qui me l'avait présenté, mais enfin je l'ai fait venir à Los She Angeles. read for me, she read 3 scenes Je lui ai from fait the book lire by 3 Alice scènes du Walker. livre de Alice Walker. I said, in my office, you've got the part. Je lui ai dit, She tu as le screamed, rôle. she jumped Elle a in the hurlé air de joie. and knocked over the model sautait of là. my space shuttle and broke it. Elle m'a cassé le vase qui était So we go back a long dans way. mon bureau. Bon, on se connaît depuis longtemps. Here's the great thing about Oprah. Alors, She's ce qui est been on formidable television sur for Oprah 35 Winfrey, c'est years. qu'elle fait de la télé depuis 35 ans. She has the trust of Et every elle a woman la in confiance America. de toutes les femmes des États-Unis. She has built bridges between, Elle a jeté des differing ponts views, entre disons, les gens qui tenaient des positions And différentes. she's kind of the empress of Elle est en empathy. quelque sorte l'impératrice de l'empathie. Elle sait comment toucher les gens, comment les atteindre. Elle ferait une excellente présidente, effectivement. Et vous le souhaitez? Si on vous dit que mais elle a aucune expérience, vous allez me dire l'autre non plus. I think this last administration has changed the Cette paradigm. dernière administration a véritablement amené un changement de paradigme sur l'expérience. Oh tiens, un téléphone. Avouez que ce serait un véritable scénario si le téléphone se mettait à sonner alors qu'il n'est pas branché. Oh, je crois que c'est un message pour vous de Nathalie Baye. Coucou Steven, c'est Nathalie Baye. Je suis malheureusement pas à Paris, je suis en vacances en Thaïlande et je suis désolée de ne pas te voir. Mais je suis sûre que ton film va être un énorme succès parce que le public français t'adore. Et puis, reviens vite, j'ai envie de te voir, tu me manques. Et je t'embrasse très fort. Bye bye and have a good time. Merci Nathalie Baye. Vous avez compris, c'est enregistré. J'adore Nathalie Baye. Elle est formidable. On a travaillé ensemble sur Catch Me If You Can. Adorable. Au générique du film, on lit Woman with Package, Sacha Spielberg. La femme avec le paquet, Sacha Spielberg. Alors dans le film, voilà, c'est votre fille qui apporte le paquet des Pentagon Papers au Washington Post dans le film. C'est une hippie, elle est en hippie, elle est votre fille, donc on l'aperçoit souvent dans vos films, et surtout elle a un groupe de musique avec votre fils Theo Spielberg, ça s'appelle Wardell. On connaissait pas, c'est super. Est-ce qu'on peut regarder un extrait? Yeah, sure. Allez-y, bien sûr. Do you have an extract for Vous avez un extrait à nous montrer? Regardez. Donc votre fils à la guitare et votre fille au chant. Vous savez, ici, il y a une scène ici. Hein. Oui, c'est Théo. Ça, c'est mon fils derrière elle. Et Sacha aussi. Et ils ont fait ce groupe, ils écrivent de la musique, ils la jouent, ils donnent des concerts, ils écrivent ensemble, et puis ils font de la musique, même indépendamment l'un de l'autre également. Vous savez qu'ici, il y a une scène. Hein. S'ils passent à Paris, ils peuvent faire un petit live ici sur la scène. Quand ils veulent. Vous leur direz. Avec plaisir, ce serait génial. Je vais leur dire de venir vous voir. J'aimerais avoir un conseil de Steven Spielberg. On m'envoie sur une île déserte, mais avec un lecteur DVD et un écran. Quel film vous me conseillez de prendre avec moi? Un film à regarder en boucle, le meilleur film du monde et de l'histoire à avoir avec soi. Un seul. Un seul film, pas mes films à moi, hein. N'importe quel film. Alors, le film qu'on peut revoir en boucle, un des films, c'est un vieux film, un film ancien, qui avait été fait dans les années 40, qui avait été tourné dans les années 40, en noir et blanc donc, avec Spencer Tracy et Katharine Hepburn. La côte d'Adam, Adam's Rib. Adam's Rib. Ok, je le note. Over and over. Okay. Vous pouvez le revoir en boucle, je le garantis. On garde celui-là. Je voulais vous montrer deux archives. La première en 78, après le carton des Dents de la Mer.
I want you to meet a filmmaker now who has taken the movie-going public and shaken it to its very roots. Aren't you excited? And everybody loves it. Please welcome Mr. Steven Spielberg. When did you first really get interested in movies? When I was a bad little kid. Really? About 13 years old. That was the whole thing. Very early starter, yeah. Not. I didn't take it seriously. I did it like some people paint, and some people like to, drive little cars, and I like to make little movies. I didn't realize there was 50 years of filmmaking before me. Oh. And I lived in Phoenix, Arizona, where you could listen to Cactus Crew if you have nothing better to do. Yeah. And I took a movie camera, and I was learning sort of the ABCs as I went along, but it was just fun. It was something to do. Et la seconde archive, c'est en 82. Do you have any rules for filming action? No, there's no rules. There's a law of science. I don't believe there's a law of cinema. I think rules tend to stagger and topple people who really dream and are dreamers. I think it's... you think that's where it all comes out of? Movies are dreams. They really are. Les films sont des rêves. Est-ce que vous réalisez que vos films nourrissent les rêves et les cauchemars de la moitié de la planète? Ce soir, il y a sans doute plus d'1 milliard de personnes qui vont rêver d'un extraterrestre, d'un dinosaure, d'un aventurier avec un lasso, d'un requin dangereux, et tout ça à cause de vous. Être le premier fabricant de rêves dans le monde, on le vit comment? Vous savez, moi, je me suis jamais dit, dans toute ma carrière, déjà j'étais gamin avec une caméra Super 8, là, j'ai jamais imaginé que qui que ce soit regarderait mes films. Donc il faut se dire que après 50 ans de travail professionnel, au cinéma, d'abord à la télé, puis ensuite au cinéma, j'ai l'impression de vivre un rêve. Moi-même, d'être dans un rêve. J'y crois pas. J'ai du mal à croire que c'est vrai. Et donc, alors, je dis pas ça par fausse modestie. C'est simplement que tout ça me paraît incroyable. Je suis encore un gamin de Phoenix, Arizona. Je travaille avec tous mes amis, mes voisins, raconter des histoires. C'est ça ma vie. Alors je le fais maintenant avec Meryl Streep et Tom Hanks, c'est incroyable. Mais quand on leur parle, eux aussi c'est des gamins à leur façon. Hein, si vous connaissiez un peu mieux Tom et Meryl, c'est également deux gamins qui croient pas. C'est incroyable la chance qu'ils ont. Et donc là, vous, les gamins, vous rêvez de quoi? Là, en ce moment? De quoi je rêve en ce moment en tant que gamin? Je continue de rêver des histoires que j'ai pas encore racontées, des films que j'ai encore envie de faire. Mais bon, j'ai ma vie aussi et j'ai des rêves pour mes enfants qui sont maintenant trop grandis. J'ai 7 enfants et 4 petits-enfants. Et maintenant, je suis arrivé à un certain âge et je m'intéresse surtout, enfin disons que un petit peu plus à ma famille. Je passe plus de temps avec ma famille. J'ai Kate, une femme merveilleuse, ça fait 26 ans qu'on est ensemble. On se connaît depuis 1983, quand je l'avais dirigé dans justement le Indiana Jones, elle jouait Ridley Scott dans le Temple Maudit. Et c'est la raison pour laquelle j'ai fait ce film, pour la rencontrer. Je voulais la rencontrer. Si je vous demande votre film préféré de Steven Spielberg? Celui-ci, peut-être? J'ai pas un film favori. C'est tous, ce sont mes enfants. Je préfère pas un enfant par rapport aux autres. Mais je pourrais répondre différemment. Je vous dirais ceci. J'étais célibataire, endurci, vraiment complètement accroché au travail, mais quand j'ai fait E.T., j'avais une trentaine d'années, je travaillais avec Robert, Henry Thomas, Drew Barrymore, c'était des enfants qui jouaient dans mon film, c'est la première fois que j'ai eu envie d'avoir une famille. Jusque-là, avant de faire E.T., j'avais pas envie d'avoir une famille, des enfants, donc ça m'a ouvert la porte à la paternité, littéralement, et m'a fait découvrir l'art d'être papa. Donc c'était le film le plus personnel que j'ai fait, E.T. J'ai une dernière question, certainement la plus sérieuse. Cette question, je vais vous la poser depuis que j'ai 8 ans. Steven Spielberg, pourquoi E.T. repart pour toujours? C'est une bonne question, mais elle est super sérieuse. So what? There it is right there. Voilà. You said she, vous avez dit elle alors parce que justement on pense que E.T. est un garçon, d'autres disent que c'est une fille, mais en fait E.T. c'est un légume, une plante. Et ni garçon ni fille. C'est un peu comme un pissenlit dont les pétales s'envolent au vent. Et je crois que c'est
une très belle histoire qui ne devrait pas avoir de suite, parce que je ne pourrais pas imaginer quelque chose de mieux que le film qu'on a fait en 1982. Et pourquoi il ne revient pas? Pourquoi il repart? Il aurait pu revenir, mais je crois que c'est un peu comme la princesse Clochette. Hein. Il faut taper dans les mains, répéter. Vous vous rappelez, dans Peter Pan? Donc je voudrais. Donc les enfants de 8 ans doivent faire ça, et puis ils vont rêver que E.T. redescend, c'est ça? Peut-être qu'il reviendra dans leur rêve. Je voulais vous conseiller un livre sur vous. C'est le meilleur livre sur Steven Spielberg, vous le connaissez? C'est un livre écrit par une journaliste française, Masters of Cinema Steven Spielberg, aux éditions Cahiers du cinéma, et c'est signé Clélia Cohen. On le conseille à tout le monde. Le voici, je ne sais pas si vous le connaissez, mais c'est les Cahiers du cinéma qui dit ça. Non, je le connaissais pas. Voilà. Je vous en prie. L'actualité, ça fait du bruit, et le silence est parfois important pour prendre du recul. Chaque semaine, Jenna Castelbon résume l'actualité sans bruit. Je vais vous demander de me dire après ce que vous en pensez de l'actualité sans bruit. No noise. Voici l'actualité en silence. OK. Taisez-vous. Hey. C'était l'actualité en silence de la semaine. Ça vous dirait un film muet? J'ai fait mes premiers films, c'était tous des films muets, parce que je ne pouvais pas me faire des bandes son. Donc mes premiers films étaient des films muets en fait. Mais les images qu'on voit là sont remarquables, parce qu'il y a une certaine sérénité, mais en même temps une certaine tristesse, et des choses qu'on ne voit pas tous les jours, et puis des choses que l'on voit, qu'on voit souvent trop. Et c'était plein d'émotions, et tout ce montage avait quelque chose de très, à la fois chaotique, mais serein. C'était un mélange de tout cela. Un mélange de tout cela. J'aurais pu voir une demi-heure de ça encore. On le fait toutes les semaines.